L'inceste, c'est probablement l'une des horreurs les plus difficiles et les plus traumatisantes. Mais le plus troublant, c'est que bien des horreurs auraient pu être évitées si on avait su les repérer. Alors on va voir les deux choses principales qui permettent de repérer les situations d'inceste. Comment on peut amener un enfant à faire des révélations sur les violences qu'il a subies. Et quels sont les signaux d'alerte que les enfants utilisent pour faire comprendre qu'ils sont dans ces situations. Alors déjà, avant de commencer, il faut savoir que l'inceste est beaucoup plus répandu que ce qu'on croit. Il y a un Français, une Française sur 10 qui dit avoir subi l'inceste. Ça veut dire qu'il y a environ 3 enfants par classe qui subissent des situations incestueuses. Et effectivement, des violences sexuelles qui sont imposées à un enfant dans le cadre de la sphère familiale, c'est très difficile à repérer parce que justement, il y a un cadre privé, un cercle fermé de la famille qui préserve un secret et qui rend difficile l'identification de ces violences. Alors la première chose à savoir sur le repérage des violences sexuelles dans le cadre familial, c'est que l'un des meilleurs moyens de les repérer, c'est les révélations de l'enfant lui-même. Encore faut-il qu'il y ait un cadre qui puisse favoriser l'apparition de ces révélations, que l'enfant puisse vraiment exprimer en fait ce qu'il a vécu. Et ensuite, il faut pouvoir bien accueillir les révélations de l'enfant. Alors voici les différents facteurs qui ont été mis en avant par les différentes enquêtes qui ont été faites sur le sujet, qui permettent de mettre un cadre dans lequel l'enfant va pouvoir exprimer les violences qu'il a subies. Déjà, il faut savoir qu'il faut poser des questions ouvertes. Laisser la possibilité à l'enfant de pouvoir dire ce qui ne va pas, plutôt que d'orienter les questions et qu'ils disent que oui ou non, par exemple. Il faut savoir que les révélations auront plutôt lieu dans des moments du quotidien, des activités quotidiennes, faire un dessin, faire une activité avec l'enfant, etc. L'adulte peut favoriser cet échange assez calme, etc. pour pouvoir demander, poser une question à l'enfant. Et dans ces cas-là, l'enfant va pouvoir se sentir plus à l'aise pour pouvoir faire ses révélations. Mais comme c'est un sujet très difficile, il faut aussi être attentif aux réactions de l'enfant, aux réticences qu'il pourrait avoir. Par exemple, il peut être tout à fait réticent à l'idée de parler, très mal à l'aise. Et en fait, ça, c'est des signaux qui montrent qu'il y a vraiment quelque chose qui le met pas bien, qui le met mal à l'aise, et donc quelque chose qui a potentiellement à creuser et qui est en fait une réponse. Typiquement dans ces situations, si on voit que l'enfant il est vraiment, il a une réaction un peu bizarre, des hésitations à parler par exemple, on pourrait lui demander « Tu te sens un peu mal à l'aise? Est-ce que tu veux me parler de quelque chose ?» Faut pas forcément forcer l'enfant à essayer de lui extorquer des informations, mais tu peux tout à fait dire « Tu peux m'en parler si tu veux, je suis là pour t'écouter », des choses comme ça. Alors bien sûr, c'est nécessaire d'avoir une relation de confiance avec l'enfant pour qu'il puisse faire ses révélations, dire les violences qu'il a subies. Mais en fait, tout le monde est concerné par ce genre de situation, parce que dans certains cas, les enfants vont avoir des réticences à parler à leurs proches ou à des personnes qu'ils connaissent vraiment bien, à qui ils ont confiance, parce qu'ils ont peur de la répercussion que les informations qu'ils vont donner peuvent avoir sur leurs proches, de la violence de ces informations. Et parfois, certains enfants vont préférer parler à une personne extérieure qu'ils connaissent un peu moins bien pour éviter ce genre de répercussions. Donc tout le monde doit vraiment être attentif à ce genre de détails. C'est pour ça que certains chercheurs mettent en avant l'école comme l'un des facteurs les plus importants qui pourrait permettre de mieux repérer les situations de violence intrafamiliale, parce que tous les enfants sont confrontés à l'institution de l'école. Et donc ça pourrait être un moyen de mieux repérer ces situations. Ensuite, quand l'enfant fait des révélations, c'est bien sûr très important de le croire, de le lui dire « je te crois, merci de m'en parler » par exemple. Faut éviter de paraître choqué ou en colère ou de montrer beaucoup d'émotions, plutôt rester calme et à l'écoute, ne pas être trop intrusif ou questionnant, faut mieux laisser l'enfant s'exprimer à son rythme. Il y a un autre truc à pas faire, c'est promettre de n'en parler à personne. Ensuite, il faut valoriser la parole de l'enfant, lui dire c'est bien de m'en parler, c'est important. Et puis bien sûr, protéger l'enfant de son agresseur. Puis ensuite, signaler aux autorités et puis orienter vers les professionnels qui sont adaptés. Ça peut être des médecins, des psychologues, des dispositifs de protection de l'enfance. En tout cas, il ne faut pas que l'enfant reste seul face à ça, quoi. C'est super important parce que les freins à la révélation des cas d'inceste sont le fait de ne pas être cru, d'avoir de la culpabilité, de la honte. C'est des choses qui sont ressenties par les enfants comme quelque chose qui est difficile à en parler, encore plus s'ils pensent qu'ils ne peuvent pas être crus.
Oui, en fait, les enfants ont des sentiments de honte, de culpabilité. Ils ont peur aussi des répercussions que ça peut avoir sur leurs parents. Ils ont peur aussi de la réaction de leurs proches. Et puis aussi, ils n'ont pas envie de leur faire du mal à travers leurs révélations. Sans compter toutes les personnes qui ont parlé mais qui n'ont pas été crues. Ce qui renforce encore plus le sentiment de honte, de culpabilité et en plus qui n'arrête pas les faits de violence. D'où l'importance de rappeler le rôle des personnes qui sont en contact avec des enfants pour pouvoir favoriser justement ces révélations et pouvoir mieux repérer les situations d'inceste. Mais il y a un autre truc que tout un chacun doit savoir concernant les révélations sur l'inceste qui permet de favoriser le recueil de la parole de ces victimes. Qu'est-ce que c'est ? C'est comment fonctionne le processus de révélation de ces violences. Il y a un processus de révélation. Ça veut donc dire qu'il y a plusieurs étapes. Il faut savoir que réussir à révéler les différentes violences incestuelles qu'on a subies, ça représente vraiment un parcours qui est très long et très complexe. Avant de s'attacher à expliquer les différentes étapes, on va s'intéresser un petit peu à l'état d'esprit. Comment ça se passe dans la tête d'une personne qui a vécu de telles violences. Certains chercheurs parlent d'un symptôme d'accommodation aux agressions sexuelles. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? En fait, ce syndrome, ça renvoie au fait d'être piégé dans une situation qui est abusive, secrète et durable. Certains chercheurs appellent même ça le dressage sexuel. Alors qu'est-ce que c'est que ce dressage sexuel qui est mis en place par l'agresseur ? C'est un concept sociologique qui décrit un piège qui a été créé par l'agresseur en 4 phases. La première phase, c'est la phase de docteur. En fait, cette première phase de sexualisation modifie les connaissances de l'enfant et utilise l'affection et le prendre soin, le care, pour manipuler l'enfant et lui faire croire que les jeux sexuels sont en fait de l'affection. La deuxième phase de ce dressage sexuel, c'est la phase de la responsabilisation. En fait, l'agresseur va mettre la responsabilité de ce qui se passe sur le dos de l'enfant. Ce qui se passe là, c'est que après avoir mis en confiance l'enfant, c'est l'enfant qui va ressentir de la honte, de la culpabilité. L'agresseur inverse la relation, la responsabilité de l'acte que l'enfant a subi. La troisième phase de ce dressage sexuel dans les cas d'inceste, c'est une phase de trahison et d'isolement de l'enfant. En fait, l'enfant prend conscience vraiment qu'il a été manipulé, qu'il a été trahi dans sa confiance. Et le parent, lui, celui qui est incesteur, va utiliser sa position de domination, d'autorité sur l'enfant pour pouvoir l'isoler. Dans ces cas-là, l'enfant a de moins en moins de possibilités d'avoir des contacts avec des adultes qui pourraient l'aider parce que son parent incesteur l'en empêche. Et la dernière phase, ça consiste littéralement à des menaces. L'incesteur va menacer l'enfant pour pouvoir le rendre impuissant face à la situation dans laquelle il subit. Maintenant qu'on a mieux compris le piège qui est tendu à ces enfants, on comprend mieux pourquoi la révélation est difficile. Plus que ça, et pareil, elle passe par différentes étapes qui sont des fois contre-intuitives, qu'on n'a pas forcément en tête. Déjà, au début, les enfants, ils passent la plupart du temps par une phase de dénégation. Ça veut dire une phase dans laquelle l'enfant dit je n'ai pas subi de violence, ou alors, ce que j'ai subi, c'est pas forcément une violence. Ensuite peut venir une phase d'hésitation, de minimisation aussi, ou de mise à distance de ce qui s'est passé. Et ensuite vient la phase de divulgation, là où les enfants peuvent dire ce qu'ils ont vécu, parce qu'ils ont réussi à passer outre ces différentes étapes, un peu comme le deuil. Difficile de s'en rendre compte au début, tellement c'est difficile, on peut ne pas croire être dans le déni. C'est un peu cette idée-là. Mais il y a une chose qu'on ne sait pas forcément. Après la phase de divulgation, de révélation des violences sexuelles qui ont été commises dans la sphère familiale, c'est qu'il y a aussi une phase de rétractation. Ça veut dire que l'enfant revient sur ses dires, revient sur les révélations qu'il a faites. En réalité, ça ne veut pas dire qu'il a menti ou qu'il n'a pas subi les violences qu'il a dénoncées. En fait, c'est une stratégie, un mécanisme de défense pour pouvoir juste vivre avec des violences qui sont tellement incommensurables qu'il faut trouver une solution pour vivre avec. Et ensuite vient la réaffirmation totale
des violences qui ont été subies. Voilà, on comprend mieux comment fonctionne le processus de révélation, comment un enfant peut réussir à travers différentes étapes à révéler les violences qu'il a subies, comment les prendre en compte, comment fonctionne aussi le piège tendu par les agresseurs. Mais il y a une chose qu'on ne sait pas forcément encore, c'est quels sont les signaux d'alerte. Quels sont, quand ce ne sont pas vraiment des révélations à proprement parler, les différents signes qui permettent d'alerter, que l'enfant voit des fois même inconsciemment, et qui permettent de révéler des situations incestueuses. Alors il faut savoir que les signaux d'alerte sont assez souvent difficiles à percevoir si on ne s'y connaît pas forcément, et qu'ils sont souvent indirects, contrairement aux révélations. Les chercheurs montrent que la remise en question des règles, des obligations du quotidien, est un moment propice pour aller chercher des informations, pour aller demander à l'enfant pourquoi il remet les choses en question, quelles sont les raisons qui pourraient expliquer le fait qu'il ne se sente pas bien avec ces règles. En fait, c'est un moment qu'on peut saisir pour pouvoir questionner l'enfant sur pourquoi il agit comme ça. Il y a des signaux d'alerte qui sont encore plus précis que juste des situations où l'enfant va remettre en cause les règles, les obligations du quotidien. D'abord, des signaux un peu plus précis du côté psychologique. Alors d'abord, on a tous les changements de comportement qui paraissent un peu bizarres, des changements émotionnels, des troubles qui peuvent apparaître. Il peut s'agir de terreur nocturne, de cauchemars, de flashbacks, d'insomnie ou de troubles alimentaires par exemple. Après, on peut voir aussi d'autres cas où les enfants ont des comportements sexuels inappropriés. Ça peut être par exemple de l'hypersexualisation, notamment pour les enfants qui ont moins de 12 ans. C'est un vrai signal d'alerte. Mais ça peut au contraire se révéler à travers une attitude phobique de tout ce qui est à caractère sexuel. Et puis pour les enfants qui ont plus de 12 ans, plutôt dans l'adolescence, ça va plutôt être des mises en danger. Donc ça va être par exemple des fugues, des tentatives de suicide. Ça peut même être des addictions précoces ou alors des actes de violence envers les autres. Ça peut vraiment être des symptômes qui sont liés à des violences sexuelles dans l'enfance. Donc oui, il y a des signaux d'alerte qu'on peut repérer au niveau psychique, psychologique, au niveau des enfants, mais il y a aussi des mots du corps. Donc là, on parle du corps qui parle à la place de la psyché. Donc ça peut vraiment être des maux de ventre, des maux de tête aussi. Ça peut être aussi tout ce qui est se faire pipi dessus, se faire caca dessus sans faire exprès. Et puis on a tout ce qui a des douleurs au niveau génital et anal. Donc là, ça peut être des saignements, ça peut être des pertes, ça peut être vraiment des douleurs à ce niveau-là. Et puis il ne faut pas oublier que des enfants qui ont subi des violences sexuelles dans la sphère familiale ont bien souvent aussi, malheureusement, vécu des violences physiques. Là, tous ces mots qui sont vraiment exprimés par le corps peuvent être notamment constatés par des médecins. Donc là, le rôle des médecins est très important parce que ils peuvent tout à fait confirmer les suspicions d'inceste et de violences sexuelles. Et il faudra bien sûr qu'ils fassent attention à les confronter avec les dires des parents et puis ensuite, évidemment, accompagner l'enfant dans un parcours de soins. Il faut savoir pour les personnes qui ne sont pas du tout professionnelles dans le sujet, qu'il ne faut pas non plus questionner l'enfant avec des questions trop crues, parce que ça peut être traumatisant pour l'enfant. Il ne faut pas directement parler de violences sexuelles ou de détails un peu plus de pénétration, de choses comme ça pour l'enfant, parce que ça peut même provoquer la création de souvenirs qu'il n'a pas vécu, pour les cas où l'enfant n'a pas vécu d'inceste ou de violence sexuelle. Ça peut être traumatisant, donc faire attention, oui, poser des questions bien sûr, essayer d'avoir des questions ouvertes, assez larges, pas trop précises, pour que l'enfant puisse se confier. Bien sûr, s'adapter à l'âge de l'enfant avec les mots qu'il peut entendre. Ok, maintenant qu'on connaît les principaux signaux d'alerte psychologiques, les mots du corps, qu'on sait aussi comment mettre un cadre pour pouvoir faire en sorte que l'enfant puisse faire des révélations sur ce qu'il a subi. Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire si jamais l'enfant effectivement révèle les violences qu'il a subies. Je tiens à rappeler qu'il y a environ une personne sur deux qui, confrontée à cette situation, ne protège pas l'enfant. On sait aussi qu'il y a 3 Français sur 10 qui, confrontés aux révélations de l'enfant, ne le croient pas. Donc je rappelle encore qu'il est très important de croire l'enfant, de le soutenir et de le protéger. Faire en sorte qu'il ne côtoie plus son agresseur, et puis orienter l'enfant vers une structure, des professionnels, des associations, etc. qui puissent l'encadrer, l'aider et prendre soin de lui. Je rappelle aussi que soupçonner des faits d'inceste ou de violences sexuelles sur des mineurs, et d'ailleurs d'une autre personne qui est vulnérable, et de ne pas en parler, c'est puni par la loi.
C'est même puni de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Je rappelle vraiment que tout le monde peut être confronté à des révélations de ses proches. On voit que souvent c'est la mère, le père ou la fratrie, frères et sœurs qui sont informés en premier par des faits d'inceste. Alors c'est à eux de prendre leur rôle, de protéger l'enfant qui a été victime, pour qu'il n'y ait plus un seul enfant qui soit laissé tout seul dans cette situation. On a toujours l'image d'un agresseur d'enfants dans sa camionnette. Il faut savoir qu'il y a seulement 8% des violences sexuelles sur mineurs qui sont commises par des inconnus. Dans plus de 80% des cas, l'agresseur est un membre de la famille. Et les victimes d'inceste avaient en moyenne 7 ans et demi lors du premier passage à l'acte. En tout cas, moi, je me devais de faire cette vidéo parce que c'est un sujet qui est vraiment très peu pris en compte, qui a énormément de victimes, des millions en France, et qui a encore beaucoup de choses à faire sur le sujet. Si ça t'a intéressé, n'hésite pas à me dire en commentaire. Je pourrais faire d'autres vidéos sur, par exemple, le fait qu'il y ait très peu de plaintes qui soient prises en compte, qu'il y a une impunité des agresseurs sur le sujet de l'inceste en France. Si ça t'a intéressé, n'hésite pas à lâcher un like et à s'abonner si tu veux plus de contenu sur la criminologie.